Peu de personnages du XXe siècle ont exercé une telle domination sur des millions de vies que Iosif Vissarionovitch Djougashvili, plus connu sous le nom de Joseph Staline, qui naquit dans un village pauvre du Caucase et finit par construire un empire de pouvoir absolu. Depuis ses jeunes années dans les rues de Gori, où il apprit à craindre et à frapper avant de raisonner, jusqu'à sa silencieuse ascension parmi des révolutionnaires méfiants, il a tissé une toile de contrôle qui a atteint tous les coins de l'État soviétique. Méfiant par nature, il a transformé la politique en un jeu d'élimination systématique jusqu'à ce qu'il ne reste aucun rival debout. Il a non seulement mené une guerre dévastatrice contre Hitler, mais aussi une guerre intérieure contre son propre peuple, marquée par la terreur, la surveillance et l'enfermement. Isolé, vieux et craint, il fut acculé par sa propre ombre, tandis que ses proches attendaient en silence sa chute. Entre dossiers cachés, médecins persécutés et ordres murmurés, la fin arriva avec une ironie brutale, seul, immobile, sans que personne n'ose le secourir. Comment un homme aussi puissant a-t-il pu mourir sans qu'un seul de ses subordonnés n'essaie de le sauver? Enfance, pauvreté et haine, les origines du tyran. Après la suppression du servage en l'an 1864, la famille d'Ekaterine Geladze s'installa à Gori. Là, quand elle avait 18 ans, elle fut mariée au cordonnier Bezarion Djougashvili, connu sous le nom de Bezo, qui avait 6 ans de plus qu'elle. Les 2 premiers enfants qu'ils eurent moururent en bas âge. Le 3e fut Yoseb, que l'on appellerait plus tard Soso. On dispose de peu de documents réels sur l'enfance de Staline, et presque tout ce que l'on sait provient de mémoires écrites après qu'il eut déjà accédé au pouvoir. Même ceux qui n'analysent pas ces sources avec trop d'exigence notent que les souvenirs ne décrivent pas un enfant ordinaire, mais présentent déjà celui qui deviendrait plus tard un dictateur, ce qui fausse inévitablement la perspective. Cela conduit à ce que de nombreux détails soient exagérés ou intentionnellement omis. Selon le point de vue de l'auteur, on met en évidence soit les talents et les traits de leadership, soit, au contraire, une prétendue cruauté innée et des problèmes mentaux. Mais comme l'a souligné Ronald Souni, tenter de voir le futur tyran dans le petit Yoseb est quelque chose de très discutable. On accepte généralement comme certains qu'il eut une enfance compliquée. On dit que son père le maltraitait et qu'il vivait dans la misère, ce qui aurait rempli l'enfant de rancœur et lui aurait forgé un caractère froid et vengeur. Cependant, de nombreuses données montrent une réalité différente. À bien des égards, l'enfance de Staline fut assez commune et même, à certains moments, relativement stable. Certains témoignages indiquent que son père, en plus d'être un cordonnier expérimenté, savait lire en géorgien et pouvait communiquer en plusieurs langues, comme le russe. Sa mère avait reçu un enseignement à la maison et savait également lire et écrire en géorgien, ce qui était un avantage dans une région à faible niveau d'éducation. Pendant les premières années de la vie d'Ioseb, son père semblait avoir un certain succès et la famille vivait sans grande privation. Avec le temps, lorsque Bezarion commença à boire plus souvent et finit par abandonner sa femme et son fils, le soin du petit incomba à Ekaterine. Elle avait un caractère ferme, était travailleuse, et après avoir exercé différents métiers, apprit à coudre et devint couturière. Étant fils unique, ce qui s'avérerait important par la suite, Soso n'eut pas à se consacrer au travail comme beaucoup d'autres enfants de son âge, il put donc étudier sans interruption. Dans une lettre envoyée en l'an 1950 par un ancien ami d'enfance qui lui demandait de le revoir pour se remémorer le bon vieux temps, il disait « En 1894, lorsque tu as fini l'école de théologie, j'ai terminé l'école municipale de Gori. La même année, tu as été accepté au séminaire théologique de Tiflis, mais je n'ai pas pu continuer mes études car mon père avait 8 enfants et nous étions pauvres, donc nous devions l'aider. La mère d'Ioseb, dans l'espoir que son fils puisse changer son destin et devenir prêtre, fit de grands efforts pour atteindre cet objectif, faisant tout son possible pour qu'il puisse continuer ses études. Ce dévouement ne concorde pas avec l'image répandue d'une enfance misérable et sombre. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles dans la famille. Bezarion, quand il buvait, était violent, et l'on sait que lui et la mère ont parfois eu recours aux coups. Cependant, comme le souligne bien Souni, avec les données disponibles, on ne peut pas affirmer si ce type de comportement était particulièrement inhabituel à cette époque et dans ce lieu,
ni s'il a eu un impact particulier sur la vision du monde du petit Soso. En réalité, tout indique que son enfance et son adolescence furent semblables à celles des autres garçons qui grandirent dans un environnement d'artisans et de commerçants modestes, mais pas dans la misère, au sein d'une petite ville située aux marges de l'Empire. C'était un milieu où cohabitaient des règles strictes, des habitudes d'entraide entre voisins et des moments où la situation s'améliorait. Durant cette période précoce de sa vie, sa mère fut celle qui le soutint le plus. Elle s'occupa de le protéger des privations, prit soin de lui pendant des maladies comme la variole, qui lui laissa des marques permanentes sur le visage, et fut celle qui lui permit de recevoir une éducation. De plus, Soso souffrit d'un accident dans son enfance qui, combiné à des soins médicaux déficients, laissa son bras gauche gravement endommagé. Les articulations restèrent atrophiées et le bras ne retrouva jamais son mouvement normal. Il avait aussi un défaut de naissance. 2 doigts de son pied gauche étaient soudés. Il est très probable que ces problèmes physiques ne soient pas passés inaperçus auprès des autres enfants, mais malgré cela, il ne fut pas rejeté. Il participait aux jeux avec les autres et se sociabilisait sans difficulté. Il avait une très bonne mémoire, quelque chose de très valorisé à l'époque. Il ne semble pas que son enfance difficile ait été l'origine de la dureté que l'on verrait plus tard chez Staline, et il n'y a pas de signe clair qu'à cette époque, on remarquait déjà une impulsion rebelle particulière. Quand vint le moment de commencer l'école, sa mère reçut l'aide de plusieurs personnes du village qui voyèrent du potentiel chez l'enfant et qui croyaient qu'une formation académique pourrait lui ouvrir des opportunités. L'objectif d'Ekaterine était que son fils devienne prêtre, ce qui était considéré comme une voie respectable et une ascension sociale. À cette époque, cela semblait un objectif approprié et possible. Les lignes d'un poème géorgien que le jeune Ioseb connaissait et répétait disaient « Une alouette chante haut dans le ciel ». Un joyeux rossignol dit « Fleurissez, belle terre, lève-toi, pays des Géorgiens. Et toi, Géorgien, honore ta patrie par tes études. » Ces vers n'adoucissent pas la figure du Staline adulte, mais ils montrent que, dans sa jeunesse, il avait des intentions plus idéalistes, centrées sur le service de son pays et de son peuple. Durant sa 3e année au séminaire, ses aspirations vagues et encore sans forme concrète le poussèrent à faire un pas plus décidé. Ioseb rejoignit un groupe de discussion clandestin formé par d'autres séminaristes et, apparemment, y assuma un rôle actif. Les textes qu'il lisait étaient légaux mais interdits à l'intérieur du séminaire. Il y a des registres de conduite du collège qui indiquent qu'il fut sanctionné pour avoir lu des livres non autorisés, parmi lesquels certains romans de Victor Hugo, dans les derniers mois de l'an 1896 et au début de l'an 1897. À partir de ce moment, les notes d'Ioseb commencèrent à baisser et les infractions aux règles devinrent plus fréquentes. Au fur et à mesure qu'il avançait dans ses études, il changea. Il cessa d'écrire des poèmes, ce qu'il faisait auparavant avec enthousiasme, et s'intéressa plus fortement aux sujets politiques. Le groupe de discussion ne lui suffisait plus. Il voulait participer à quelque chose de plus concret et réel. Ce besoin le mena à se rapprocher des sociaux-démocrates, à connaître les idées du marxisme et à assister à des réunions illégales organisées par des cheminots. Selon les registres officiels, en août de l'an 1898, alors qu'il était encore élève du séminaire, il rejoignit une organisation social-démocrate et commença à travailler comme propagandiste, partageant des idées au sein de petits groupes d'ouvriers. Il est probable qu'à ce moment-là, ses connaissances sur le marxisme étaient encore très basiques, mais son intérêt était fort et absorbant. Pour lui, cette idéologie, qui semblait avoir une vision totale de la société et qui offrait des réponses presque comme si c'était une religion, combla l'espace que lui avait laissé le désenchantement de la foi traditionnelle. L'idée que l'histoire humaine suivait des lois fixes et que l'humanité se dirigeait inévitablement vers un modèle de justice sociale donnait un sens à la lutte révolutionnaire. Cependant, cet enthousiasme pour le marxisme ne le rendait pas spécial. À cette époque, de nombreux jeunes partagèrent cette même ferveur idéologique qui se répandait comme une mode. Parmi les influences qui marquèrent Ioseb, il y avait aussi les militants plus âgés qui arrivaient à Tiflis depuis d'autres parties de la Géorgie. À travers eux, il connut d'autres environnements d'agitation politique, plus larges que les couloirs du séminaire. Dans son cercle le plus proche, on commentait déjà qu'il devenait de plus en plus radical, ce qui coïncidait avec la perte d'intérêt pour son éducation religieuse. Pour le jeune qui avait commencé à étudier avec l'espoir de devenir prêtre, le monde avait changé. Maintenant, il était attiré par la politique
et l'idée de transformer l'ordre établi. Ce pas fut décisif et marqua la fin de sa vie d'étudiant religieux, même s'il n'imaginait pas encore le chemin qu'il allait parcourir, ni l'impact qu'il aurait des décennies plus tard. Du bandit au leader bolchevique, l'ascension du nouveau chef. Quand le XXe siècle a commencé, Staline était déjà pleinement engagé dans des activités clandestines. À ce moment-là, il avait déjà été arrêté plusieurs fois, s'était évadé à plus d'une occasion et avait une réputation bien établie dans les cercles révolutionnaires pour sa détermination, son caractère réservé et sa disposition pour les tâches les plus risquées. Pendant les années qui ont précédé la révolution de 1905, son travail incluait l'impression de tracts, la collecte de fonds, l'organisation de grèves et la coordination d'actions au nom du parti, mais aussi la participation à des expropriations, comme les bolcheviks appelaient les vols pour financer leurs opérations. La police secrète l'avait fiché comme un élément dangereux et il changeait constamment de ville, se cachant chez des sympathisants qui l'hébergeaient dans des sous-sols, des logements ouvriers ou des maisons de campagne. Sa capacité à se déplacer sans être détecté en fit une ressource précieuse pour le mouvement, et bien qu'il ne soit pas une figure très connue en dehors des cercles internes, au sein du parti, il était déjà reconnu pour son efficacité. Tout au long de ces années, Staline est resté fidèle à la ligne dure du bolchevisme et a développé une identité de plus en plus centrée sur la discipline, la loyauté absolue et la conviction que la fin justifiait les moyens. Il gardait le contact avec Lénine à travers des lettres et des messagers, et bien qu'ils ne fassent pas partie de son cercle le plus intime, leurs positions coïncidaient sur de nombreux points clés. Dans ses écrits, il défendait avec insistance la nécessité d'un parti fort, avec une structure centralisée et prête à agir avec décision. Son ton était sec, sans fioriture, et ses arguments étaient axés sur la tactique et la pratique plutôt que sur les principes philosophiques. Cette façon de penser, directe et centrée sur l'action, le différenciait peu à peu des autres leaders locaux qui préféraient les débats théoriques ou les discussions interminables sur la stratégie. Pour Staline, l'important était de faire avancer la cause, peu importaient les méthodes employées. Pendant la révolution de 1905, il a joué un rôle actif en Géorgie. Il a organisé des manifestations, rédigé des proclamations et participé à des affrontements avec les forces du régime. Sa participation lui a valu une nouvelle reconnaissance au sein du mouvement, mais l'a aussi obligé à passer des périodes cachées ou en exil. Il fut de nouveau arrêté en 1906 et envoyé en Sibérie, mais il réussit à s'évader après quelques mois, une capacité qu'il répéterait à d'autres occasions. Cette étape a consolidé sa réputation de personne dure, capable de supporter des conditions extrêmes et de continuer sans se plaindre. Il n'était pas un orateur brillant ni un penseur profond, mais il était quelqu'un qui tenait ses promesses et qui savait rester ferme, même au milieu du chaos. Dans les années suivantes, sa connexion avec Lénine devint plus forte. Bien qu'il ne se voyait toujours pas fréquemment, Staline devint l'un de ses défenseurs les plus constants au sein du parti. Lorsqu'en 1912, une réunion fut organisée à Prague pour réorganiser le parti bolchevique, Staline fut l'un des participants clés. Il y fut choisi pour faire partie du comité central, un pas décisif sur son chemin vers le pouvoir. Cette nomination ne fut pas seulement une récompense pour sa loyauté, mais aussi un signe de la confiance que Lénine commençait à lui accorder. Dès lors, son nom commença à apparaître plus fréquemment dans les documents internes du parti et dans les publications révolutionnaires, où il signait sous différents pseudonymes dont le plus connu fut Staline, qui signifie « d'acier ». Au fur et à mesure que ses responsabilités augmentaient, son influence aussi. Staline fut envoyé dans plusieurs villes de l'Empire russe pour coordonner les activités bolcheviques, organiser des imprimeries clandestines et maintenir le contact entre les différents groupes régionaux. Ces tâches logistiques étaient essentielles pour le fonctionnement du parti et exigeaient une combinaison de discrétion, de fermeté et de sens pratique. Staline se distinguait précisément par ses qualités. Il ne se laissait pas distraire par les discussions idéologiques, ni ne cherchait à se mettre en avant dans les débats. Sa priorité était que les instructions de la direction soient suivies sans erreur et que les ressources arrivent là où elles étaient nécessaires. En 1913, il fut de nouveau arrêté et déporté au nord de la Sibérie, dans un endroit si reculé qu'il était presque impossible de communiquer avec l'extérieur. Cette fois-ci, il ne réussit pas à s'échapper et il y passa plusieurs années. Cependant, même dans ces conditions, il maintint le contact avec le parti, recevait des documents par courrier et participait à des discussions à distance.
Cette période fut la plus longue de ses détentions, et elle le tint éloigné de la scène principale jusqu'à la chute du régime tsariste en 1917. Lorsque cela se produisit et que le gouvernement provisoire fut instauré, Staline fut libéré avec des milliers de prisonniers politiques et retourna immédiatement à Petrograd, où il reprit rapidement ses activités. Son retour coïncida avec une étape critique du pays. La révolution de février avait renversé le tsar, mais le nouveau gouvernement était instable et faisait face à l'opposition de plusieurs secteurs. Les bolcheviks, bien qu'ils fussent encore une minorité, se réorganisaient et préparaient une offensive politique. Staline, déjà expérimenté, devint une figure importante du journal Pravda, où il commença à publier des éditoriaux qui reflétaient les positions du parti. Dans ses textes, son style restait direct, sans fioritures, avec un focus clair sur la tactique et l'organisation. Bien qu'il ne fasse pas encore partie du noyau le plus proche de Lénine, son influence dans l'appareil du parti était en augmentation. Quand Lénine est revenu d'exil en avril, la situation au sein du parti a changé. Il y a eu des tensions entre ceux qui soutenaient une ligne plus modérée et ceux qui, comme Lénine, proposaient d'avancer vers une deuxième révolution. Staline, bien qu'il n'ait pas initialement adopté une position radicale, s'est rapidement aligné sur Lénine et a soutenu ses thèses. Cette décision, opportune et stratégique, a renforcé sa relation avec le leader du parti et lui a permis de se rapprocher encore plus du noyau dirigeant. Il a été élu au comité exécutif du Soviet de Petrograd, un organe clé à ces moments-là, et a participé à des réunions où l'on discutait de l'avenir du pays. Son rôle n'était pas le plus visible, mais il était l'un des plus constants. Pendant les mois suivants, Staline a participé à la préparation de la prise du pouvoir. Il a été impliqué dans la planification d'actions, la rédaction de proclamations et la coordination avec les soviets locaux. Quand l'insurrection a eu lieu en octobre, Staline a été l'une des pièces opérationnelles les plus importantes, bien qu'il n'ait pas eu un rôle de premier plan dans la partie publique de l'événement. Une fois que les bolcheviks ont obtenu le contrôle du gouvernement, sa position au sein de l'appareil d'État s'est consolidée. Il a été nommé commissaire du peuple aux nationalités, un poste qui reflétait à la fois son origine géorgienne et sa capacité à gérer des questions délicates. De là, Staline a commencé à construire son réseau d'alliés, plaçant des personnes de confiance à des postes clés et s'assurant que ses ordres soient exécutés sans résistance. Pendant ces premières années du nouveau régime, Staline a gardé un profil relativement discret. Pendant que d'autres leaders bolcheviques se consacraient à des débats théoriques ou à des disputes personnelles, lui se concentrait sur la consolidation des structures, le contrôle des ressources et l'assurance que les décisions du parti soient appliquées dans toutes les régions. Ce travail lui a permis de gagner du pouvoir de manière progressive, sans attirer trop l'attention. La confiance que Lénine lui accordait a grandi et, bien qu'il ne fût pas exempt de critiques au sein du parti, sa position est devenue de plus en plus solide. Il n'était plus seulement l'organisateur efficace qui opérait dans l'ombre, mais un dirigeant avec un poids propre dans les décisions les plus importantes du gouvernement révolutionnaire. Le prix du pouvoir, purge, peur et contrôle absolu. Quand Staline se consolida au sein de l'élite bolchevique, l'appareil d'État et le parti commencèrent à se transformer en un système construit autour de sa personne. La montée au pouvoir avait exigé de la discipline et de la patience, mais le maintien au sommet en demandait beaucoup plus. Dès les premières années, la lutte contre les rivaux devint le centre de sa stratégie. Pour Staline, chaque adversaire représentait une menace et l'élimination de ses ennemis fut une tâche constante, exécutée avec précision et sans concession. Sa manière de gouverner combinait une surveillance obsessionnelle avec la capacité de semer la peur parmi ses propres camarades du parti, tout en cultivant l'image d'un dirigeant proche du peuple. Le processus de concentration du pouvoir commença par la marginalisation des figures qui avaient partagé la scène de la Révolution. Des hommes comme Trotsky, Zinoviev et Kamenev, qui à un moment semblaient indispensables, furent progressivement réduits à des positions faibles. Staline utilisa des tactiques qui incluaient la manipulation des votes internes, le contrôle des nominations et l'utilisation de l'appareil de propagande. Chaque pas était calculé pour isoler l'adversaire et présenter Staline comme le véritable continuateur de Lénine. Dans cette narrative officielle, il était le gardien de la pureté idéologique et le seul capable de guider le pays vers le socialisme. En même temps, toute critique était présentée comme une trahison. Durant les années 20, les disputes au sein du parti se déguisaient en discussions théoriques,
Mais derrière les textes et les résolutions se cachaient d'intenses luttes personnelles. Staline fut habile en se présentant comme un modéré qui cherchait l'unité tout en poussant les autres à commettre des erreurs. L'alliance temporaire avec Boukharine et d'autres dirigeants lui permit de vaincre Trotsky qui finit par être expulsé. Puis, lorsque son objectif changea, Staline dirigea la machine contre Boukharine et ceux qui restaient dans son entourage. Le résultat fut que, vers la fin de la décennie, il n'y avait plus dans le parti aucune figure ayant un poids comparable au sien. L'appareil entier lui répondait. La prochaine étape fut de transformer ce contrôle en obéissance absolue. Staline favorisa un système dans lequel la loyauté personnelle était plus importante que la compétence ou l'expérience. Les cadres qui montaient le faisaient parce qu'ils s'alignaient sur ses instructions et montraient une dévotion publique envers lui. Le culte de la personnalité commença à croître de manière progressive. Des portraits, des slogans et des articles le présentaient comme le guide sage, héritier légitime de Lénine. Bien que dans les premières années cette exaltation fût limitée, elle devint peu à peu omniprésente. Le leader apparaissait dans les livres, les journaux et les célébrations comme la figure centrale de la révolution victorieuse et de la construction du socialisme. En parallèle de l'épanouissement de cette image, la pratique de la peur s'étendit comme un outil politique. La police secrète, d'abord sous l'acronyme GPU puis NKVD, devint le bras armé chargé de surveiller la population et de punir tout signe de désobéissance. Les dénonciations, les perquisitions et les arrestations commencèrent à faire partie de la vie quotidienne. Ce qui, dans les années 20, avait été appliqué de manière limitée contre des opposants déclarés, s'étendit jusqu'à englober des secteurs entiers de la société. Les purges ne se limitaient pas aux anciens rivaux de Staline, mais atteignaient des bureaucrates, des techniciens, des militaires et même des citoyens ordinaires accusés d'attitudes hostiles. Un des moments décisifs fut le début des plans quinquennaux et de la collectivisation forcée. Les objectifs fixés par Staline étaient si élevés qu'il était impossible de les atteindre sans recourir à des méthodes extrêmes. La pression sur les dirigeants locaux était énorme et tout retard ou chiffre insuffisant était interprété comme du sabotage. Ainsi se créa un cercle vicieux dans lequel les autorités régionales falsifièrent les résultats pour ne pas être accusées, tandis que la répression contre les paysans et les travailleurs s'intensifiait. Des millions de personnes furent déplacées, accusées de koulaks ou d'ennemis du peuple, et déportées dans des régions reculées. La collectivisation apporta la famine, la violence et le mécontentement, mais dans les rapports officiels, elle apparaissait comme une victoire. Le coût humain de ces politiques était délibérément caché. Les purges internes dans le parti atteignirent un niveau sans précédent durant les années 30. Les procès publics devinrent des spectacles soigneusement préparés, au cours desquels d'anciens dirigeants confessaient des crimes absurdes après avoir été soumis à des pressions et des tortures. Zinoviev, Kamenev, Boukharine et d'autres vétérans bolcheviques furent accusés de conspirer avec des puissances étrangères ou de planifier des assassinats. Les aveux, obtenus par des menaces et des mauvais traitements, étaient transmis comme des preuves de la trahison. Les exécutions qui suivaient étaient justifiées comme des mesures nécessaires pour protéger l'État socialiste. Avec chaque procès, Staline éliminait des rivaux possibles et renforçait l'idée que lui seul garantissait la stabilité du pays. L'appareil de sécurité joua un rôle central dans ce processus. Les responsables de la police politique montaient et tombaient selon la convenance du leader. Personne n'était en sécurité, pas même ceux chargés d'exécuter les purges. Les chefs du NKVD étaient remplacés et, dans de nombreux cas, également fusillés quand ils n'étaient plus utiles. Ce mécanisme générait une atmosphère de terreur dans laquelle chaque fonctionnaire savait que son destin dépendait de la volonté de Staline. L'obéissance absolue devint la seule protection, bien que même cette loyauté pouvait ne pas être suffisante. L'armée, qui représentait un possible foyer de résistance, fut également frappée. Des hauts gradés qui avaient joué un rôle de premier plan dans la guerre civile furent accusés de conspirer et exécutés. Des milliers d'officiers furent arrêtés ou envoyés dans des camps de travail. La conséquence fut que, au début de la Deuxième Guerre mondiale, la structure militaire soviétique était affaiblie, bien que la propagande assurait qu'elle était plus solide que jamais. Pour Staline, l'élimination des adversaires internes possibles était plus importante que la préparation militaire. Le message était clair, la sécurité du régime dépendait uniquement de l'élimination de toute ombre d'opposition. Alors que la peur s'étendait, le culte de la personnalité atteignait un niveau jamais vu.
L'image de Staline était présentée comme celle d'un dirigeant infaillible, père des peuples et guide suprême. Dans les discours et les publications, on lui attribuait des qualités quasi surhumaines. Les biographies officielles effacèrent les épisodes inconfortables et mettaient en avant ses réussites. Dans les écoles, les usines et les fermes collectives, on enseignait à le vénérer comme l'incarnation du socialisme. Les dates de sa vie étaient célébrées comme des événements historiques. Même les critiques mineures étaient perçues comme des attaques contre l'État lui-même. Ainsi, la dévotion forcée envers le leader devint une partie essentielle de la vie politique et sociale. L'effet de cette dynamique fut la création d'un système fermé et autoréférentiel. Personne n'osait remettre en question des décisions qui pouvaient signifier la différence entre la vie et la mort. Les rapports envoyés à Moscou se remplissaient de chiffres exagérés et de récits de succès, car présenter des problèmes revenait à risquer d'être accusé de sabotage. Le résultat était que Staline recevait une information filtrée et déformée, ce qui renforçait sa vision selon laquelle les ennemis étaient partout et que seule la répression pouvait maintenir le contrôle. Ce cercle de méfiance s'auto-alimentait constamment, créant une atmosphère dans laquelle la répression se justifiait comme une nécessité permanente. Le coût humain de ces politiques fut immense. Des millions de personnes furent arrêtées, déportées ou exécutées. Des familles entières furent détruites. La peur devint une partie de la vie quotidienne, non seulement parmi les dirigeants, mais dans chaque quartier, dans chaque usine et dans chaque village. Les dénonciations se multipliaient, car accuser un autre pouvait être une façon de se sauver soi-même. Le tissu social fut profondément altéré, et des générations entières grandirent dans une atmosphère de suspicion et de silence. La répression non seulement éliminait des ennemis réels ou imaginaires, mais servait aussi à maintenir la population dans un état de soumission constante. Le paradoxe était que, pendant que la répression s'intensifiait, l'image publique de Staline atteignait des niveaux de vénération. La propagande montrait un leader proche des travailleurs, préoccupé par les enfants, infatigable dans son travail pour le pays. Des photographies soigneusement sélectionnées et des textes officiels le dépeignaient comme un dirigeant humble, simple dans ses habitudes et dévoué au bien-être du peuple. Cette représentation contrastait avec la réalité d'un système basé sur la surveillance, la peur et l'élimination systématique des opposants. Mais dans un contexte où l'information était contrôlée et les voix critiques étaient réduites au silence, la propagande s'avérait efficace. À la fin de la décennie des années 30, Staline avait réussi ce qui semblait impossible, transformer un parti de révolutionnaires en un appareil d'obéissance totale. Les vieux bolcheviks avaient été éliminés, l'armée avait été purgée, la population vivait sous surveillance et le leader était vénéré comme une figure incontestée. Le prix de ce pouvoir avait été énorme, avec d'innombrables victimes et une société traumatisée par la peur. Mais du point de vue du régime, l'objectif principal avait été atteint, le contrôle absolu. Staline n'avait plus de rivaux, et son autorité ne pouvait être remise en question. Le chemin vers la guerre et les nouveaux défis s'ouvriraient depuis cette position de force, construite sur la base des purges, de la terreur et du culte personnel. Le maître de la guerre, Staline contre Hitler et ses propres généraux. Quand la guerre commença en juin 1941, Staline était au plus haut de son pouvoir. Il avait éliminé presque tous ses anciens rivaux, avait transformé le parti en une machine d'obéissance et avait établi un système de terreur qui s'étendait des hauts commandements à la vie quotidienne de la population. Cependant, cette même structure engendra des faiblesses qui devinrent évidentes dans les premiers mois de l'invasion allemande. La purge de l'armée avait privé l'institution militaire d'une grande partie de ses officiers expérimentés et, bien que la propagande montrait une image de force, la réalité était que l'armée rouge était mal préparée pour affronter l'attaque. Le pacte avec Hitler signé en 1939 avait donné à l'Union soviétique un répit temporaire. Aux yeux de Staline, cet accord lui assurait du temps pour réarmer et réorganiser ses forces. Mais quand arrivèrent les rapports indiquant que l'Allemagne se préparait à attaquer, Staline préféra les ignorer ou les considérer comme des provocations délibérées. Convaincu qu'Hitler ne romprait pas le pacte sitôt, il minimisa les avertissements de ses services de renseignement. Cette attitude contribua à ce que l'armée soviétique soit surprise le 22 juin 1941, quand l'opération Barbarossa commença. L'offensive allemande s'étendit rapidement
et en quelques semaines, les troupes de la Wehrmacht occupèrent de vastes territoires, capturèrent des centaines de milliers de soldats et avancèrent vers le cœur du pays. Les premiers jours après l'attaque furent chaotiques. Staline se retira dans sa résidence et, selon les témoignages de certains de ses collaborateurs, fut pendant un temps paralysé, incapable de donner des ordres clairs. Néanmoins, il récupéra rapidement le contrôle et se présenta comme le leader décidé qui appelait le peuple à résister. À la fin de juin, il parla à la radio, s'adressant aux citoyens avec un ton solennel, dans lequel il invoquait ses frères et sœurs pour qu'ils défendent la patrie. À partir de ce moment, son rôle se transforma en celui de commandant suprême, prenant en main non seulement la politique, mais aussi la conduite militaire. La gestion de la guerre par Staline a été marquée par une combinaison d'erreurs, de rigidité et de brutalité. Dès le début, il a ordonné de résister sans reculer, ce qui a conduit de nombreuses unités à être encerclées et détruites. Pour lui, toute retraite était synonyme de lâcheté ou de trahison. En août 1941, il a signé l'ordre interdisant de se rendre, stipulant que ceux qui se livreraient à l'ennemi seraient considérés comme des déserteurs. Des milliers de soldats soviétiques ont été exécutés par leurs propres officiers pour avoir tenté de fuir le combat. Cette politique de fer a causé d'innombrables pertes humaines, mais en même temps, elle a renforcé l'idée qu'il n'y avait pas d'autre alternative que de résister jusqu'au bout. Malgré ces décisions, la situation sur le front a continué de se détériorer. Les Allemands avançaient vers Moscou et la capitale était directement menacée à la fin de 1941. À ce moment-là, Staline a décidé de rester dans la ville. Il a refusé de déplacer le gouvernement et, en octobre, alors que la panique se répandait, il a ordonné que les défenses urbaines soient préparées. Sa présence à Moscou a été utilisée comme un symbole de résistance. En novembre, lors de la célébration de l'anniversaire de la Révolution, il a prononcé un discours sur la place Rouge, avec des troupes défilant directement vers le front. Ce geste est devenu l'un des épisodes les plus mémorables de la guerre, présenté comme une preuve de sa fermeté. La contre-offensive de décembre, avec le soutien de l'hiver et l'arrivée de renforts, a permis aux Soviétiques d'arrêter l'avancée allemande à Moscou. Ce fut un moment clé qui a montré que l'Union soviétique n'était pas vaincue. À partir de là, la guerre s'est transformée en un conflit prolongé dans lequel Staline a assumé un contrôle encore plus grand. Il a créé des comités de défense, centralisé l'économie pour produire des armes et déplacer des usines entières vers l'est du pays, hors de portée des bombardements. Des millions de travailleurs et de paysans ont été mobilisés pour soutenir l'effort de guerre. La discipline a été imposée dans tous les aspects de la vie et la surveillance politique accompagnait chaque étape de la production et du front. La brutalité du commandement de Staline se reflétait également dans son traitement de ses propres généraux. Il n'hésitait pas à les destituer, les dégrader ou même les emprisonner lorsqu'il estimait qu'ils avaient échoué. La méfiance était constante et les officiers savaient qu'une erreur pouvait leur coûter la vie. Cependant, à mesure que la guerre progressait, Staline a appris à faire confiance à certains de ses commandants les plus capables, comme Zhukov, Rokossovski et Konev. Bien qu'il ait gardé le dernier mot sur les décisions stratégiques, il a commencé à s'appuyer sur leurs plans et à accepter leurs recommandations. Ce processus, lent et rempli de tensions, a été essentiel pour améliorer l'efficacité de l'armée soviétique. La bataille de Stalingrad, entre 1942 et 1943, a marqué un tournant. La ville, qui portait le nom du dirigeant lui-même, est devenue un symbole de résistance. Staline a ordonné qu'elle soit défendue à tout prix. Les combats ont été féroces et la population civile a souffert de manière extrême, piégée au milieu de la destruction. La victoire soviétique, avec la reddition de la 6e armée allemande, a changé le cours de la guerre. À partir de là, l'initiative est passée de plus en plus aux mains de l'armée rouge. La propagande a présenté ce triomphe comme une preuve du génie de Staline, renforçant encore le culte de sa personnalité. Après Stalingrad, d'autres opérations réussies ont suivi, comme celle de Koursk en 1943, où les Soviétiques ont résisté à l'attaque blindée allemande et sont ensuite passés à l'offensive. La puissance industrielle reconstruite à l'Est a permis de produire d'énormes quantités de chars, d'avions et d'artillerie. La coordination entre l'arrière et le front est devenue un avantage décisif. Staline supervisait personnellement les stratégies générales et suivait de près les mouvements des troupes, tout en continuant à réprimer tout signe de faiblesse.
La répression touchait aussi bien les soldats accusés de lâcheté que les civils soupçonnés de déloyauté. Des millions de prisonniers de guerre et de déportés ont souffert dans des conditions extrêmes dans les camps et les colonies. L'avancée vers l'ouest, à partir de 1944, a montré l'ampleur de la puissance soviétique. Des offensives massives ont repoussé les forces allemandes hors du territoire soviétique et ont mené l'armée rouge jusqu'en Pologne, dans les Balkans et finalement en Allemagne. Chaque victoire était présentée comme une réalisation personnelle de Staline. Lors des conférences avec les Alliés, comme à Téhéran et à Yalta, il s'est montré comme un dirigeant ferme et calculateur, déterminé à assurer non seulement la défaite de Hitler, mais aussi l'expansion de l'influence soviétique en Europe de l'Est. La diplomatie allait de pair avec l'offensive militaire, et le résultat fut qu'à la fin de la guerre, l'Union soviétique avait considérablement élargi sa sphère de contrôle. Les pertes humaines ont été énormes. Des dizaines de millions de citoyens soviétiques sont morts pendant le conflit, aussi bien au combat qu'en raison de l'occupation allemande, de la répression interne et des privations. Cependant, le récit officiel insistait sur le fait que le sacrifice avait été nécessaire et glorieux. Staline a été présenté comme le grand stratège et le sauveur de la patrie. Le défilé de la victoire à Moscou en mai 1945 a montré les généraux célébrés, mais la place centrale était occupée par le dirigeant. Son image était indissociablement liée au triomphe sur le nazisme. Le prix de la victoire fut très élevé, mais pour Staline, cela signifiait la confirmation définitive de son pouvoir. Non seulement il avait survécu à l'invasion, mais il en était sorti renforcé. L'Union soviétique a émergé de la guerre comme l'une des deux superpuissances mondiales, et le prestige personnel de Staline était à son plus haut niveau. À l'intérieur du pays, son contrôle était total. La répression, loin de diminuer, a continué. La guerre avait été utilisée comme justification pour intensifier la surveillance et la punition, et à la fin du conflit, cet appareil n'a pas été démantelé. La leçon que Staline a tirée de la guerre était que la terreur et la discipline pouvaient garantir la survie du régime et étendre son pouvoir. Dans ses rapports avec les Alliés, Staline a montré le même mélange de dureté et de pragmatisme qui caractérisait sa politique intérieure. Il acceptait des compromis lorsque cela lui convenait, mais toujours avec l'intention d'étendre l'influence soviétique. Le partage de l'Europe en zone de contrôle a été une conséquence directe de ces négociations. Tandis qu'en Occident, il était perçu comme un partenaire difficile mais nécessaire, à l'intérieur de l'Union soviétique, il était vénéré comme le dirigeant suprême qui avait mené le pays à la victoire. Le contraste entre la dévastation réelle et l'image propagée était énorme, mais dans un État où l'information était contrôlée, la version officielle prévalait sans discussion. À la fin de la guerre, Staline était passé du statut de dirigeant d'un pays isolé et frappé par des purges internes, à celui de chef incontesté d'un empire qui s'étendait sur la moitié de l'Europe. Sa figure était présentée comme celle du vainqueur absolu, le maître de la guerre qui avait vaincu Hitler et qui imposait son autorité tant sur le plan militaire que politique. Le souvenir de ses erreurs initiales, des pertes immenses et de la brutalité de ses décisions était enseveli sous le récit de la victoire. Le culte de sa personnalité atteignait des dimensions jamais vues, avec son image omniprésente dans chaque recoin du pays. Pour le peuple soviétique, marqué par la douleur et la destruction, la figure de Staline apparaissait comme la représentation du triomphe et de la survie, même si ce triomphe avait eu un coût humain incalculable. Paranoïa, trahison et isolement, le dictateur acculé. Dans les années qui ont suivi la victoire de la guerre, Staline est devenu le dirigeant le plus puissant de l'Union soviétique et l'un des hommes les plus influents de la planète. Cependant, cette même position l'a conduit à un état de méfiance croissante qui a marqué ces dernières années. Le triomphe militaire lui a donné du prestige, mais a également approfondi sa conviction que seule une surveillance constante et la répression pouvaient lui permettre de conserver le contrôle. La combinaison du pouvoir absolu et de la peur personnelle a produit une période durant laquelle le cercle qui l'entourait s'est de plus en plus réduit, tandis que les suspicions et les purges continuaient. Après 1945, l'Union soviétique s'est présentée comme la vainqueur de la guerre et une puissance mondiale. Staline est apparu comme le principal architecte de la victoire, le commandant qui avait guidé le pays à travers la destruction et l'avait amené à occuper une place parmi les vainqueurs. Cependant, le coût humain avait été immense et la reconstruction du pays est devenue une tâche énorme. Dans ce processus, Staline a maintenu son style de direction centralisée et méfiante.
Les décisions économiques, politiques et militaires continuaient de passer par ses mains, et tout désaccord était interprété comme une menace à son autorité. Le climat politique de l'après-guerre a été marqué par la répression continue. Bien que l'ennemi extérieur fût désormais le bloc occidental, en particulier les États-Unis et leurs alliés, Staline n'a jamais cessé de voir des ennemis internes dans son propre pays. La guerre froide a commencé à prendre forme et le dirigeant soviétique a renforcé le contrôle sur l'Europe de l'Est, imposant des gouvernements communistes sous l'influence de Moscou. Parallèlement, à l'intérieur, les services de sécurité maintenaient la pression sur les intellectuels, les minorités nationales et toute personne qui pouvait être accusée d'attitudes antisoviétiques. Pour Staline, la surveillance n'était jamais suffisante et l'ombre de la trahison semblait toujours être présente. Les dernières années de sa vie ont été marquées par cette obsession. En vieillissant, sa santé s'est détériorée et son caractère est devenu encore plus méfiant. Le cercle de ses collaborateurs s'est réduit à un très petit groupe de dirigeants qui l'accompagnaient lors de réunions et de dîners nocturnes. Des personnalités telles que Beria, Malenkov, Khrouchtchev ou Bulganin participaient à ces rencontres, mais tous savaient qu'ils pouvaient tomber en disgrâce à tout moment. Les discussions se prolongeaient jusqu'à l'aube, avec des repas copieux et des débats qui mêlaient affaires d'État et anecdotes personnelles, toujours sous l'ombre du soupçon. Dans cette atmosphère, personne ne se sentait en sécurité, et chaque geste était observé et évalué par le dirigeant. La répression contre les secteurs culturels et scientifiques s'est intensifiée. Dans l'après-guerre, Staline a lancé des campagnes contre les intellectuels accusés de cosmopolitisme ou de sympathie pour l'Occident. Écrivains, artistes et universitaires ont été publiquement critiqués, démis de leurs fonctions ou arrêtés. Les minorités nationales sont également devenues des cibles. En Crimée, en Tchétchénie et dans d'autres régions, des communautés entières ont été déportées sous l'accusation de collaboration avec les envahisseurs allemands. Ces déplacements massifs montraient que, même après la guerre, Staline continuait à faire confiance aux mêmes outils de contrôle qu'il avait utilisés pendant les purges des années 30. La tension internationale a servi à justifier de nouvelles mesures de répression. La formation du bloc occidental, le plan Marshall et la création de l'OTAN ont été présentés comme des preuves que l'Union soviétique était encerclée d'ennemis. Dans ce contexte, Staline a renforcé son contrôle interne. La propagande le montrait comme le défenseur du socialisme face à l'agression impérialiste, tandis que dans la pratique, la surveillance de la population devenait plus stricte. Chaque crise externe était utilisée pour durcir encore plus le contrôle, et l'atmosphère de guerre froide se mêlait à la peur interne. Dans ces dernières années, le dirigeant a également montré un intérêt croissant pour les questions de sécurité et de complot au sein de son entourage immédiat. La soi-disant « campagne contre les médecins » a été l'un des épisodes les plus clairs de cette paranoïa. Au début des années 50, plusieurs médecins juifs du Kremlin ont été accusés de conspirer pour assassiner des dirigeants soviétiques. L'accusation, fabriquée à partir de prétendus rapports de renseignement, reflétait la méfiance de Staline même envers ceux qui étaient chargés de sa santé. L'affaire est devenue un symbole des derniers mois de son régime où le soupçon atteignait tous les niveaux. L'isolement personnel s'accentuait. Staline passait de longues périodes dans ses résidences, recevant des rapports et convoquant ses collaborateurs à des heures inopinées. Les réunions pouvaient durer jusqu'à l'aube, et durant celles-ci, les dirigeants essayaient d'interpréter ses paroles et d'anticiper ses réactions. Personne ne pouvait être certain de son sort le lendemain. La discipline de la peur continuait de marquer la relation avec le dirigeant, et chacune de ses décisions pouvait signifier la promotion ou la chute fulgurante d'un fonctionnaire. Les purges internes n'ont pas disparu. Bien qu'elles n'aient pas eu l'ampleur des procès des années 30, les arrestations et les destitutions ont continué. Des ministres, des généraux et des fonctionnaires de différents niveaux pouvaient être accusés de trahison, d'espionnage ou de négligence. La logique était toujours la même, maintenir la peur vivante pour assurer l'obéissance. En pratique, cela créait un système où l'initiative individuelle était bloquée, car toute proposition risquée pouvait être interprétée comme une menace. Le résultat était un appareil de plus en plus rigide et dépendant de la volonté personnelle de Staline. Sa santé a commencé à se détériorer de manière plus visible à la fin des années 40. Les rapports médicaux mentionnaient l'hypertension, des problèmes cardiaques et de la fatigue, mais Staline lui-même refusait de montrer de la faiblesse. Malgré cela, son style de vie, avec de longues nuits de travail, des repas lourds et une tension constante, accélérait l'épuisement.
Le cercle rapproché remarquait ses changements d'humeur, ses silences prolongés et ses réactions imprévisibles. Le dirigeant, qui avait survécu à des décennies de luttes internes et à la guerre la plus dévastatrice, se retrouvait maintenant confronté à ses propres peurs. L'isolement était de plus en plus grand. Bien qu'il continuât de recevoir des informations de toutes parts, Staline se méfiait des données et soupçonnait des manipulations. Les réunions avec le Politburo devenaient plus sporadiques et beaucoup de décisions étaient prises directement par lui, sans consultation élargie. Les collaborateurs se contentaient d'exécuter les ordres et d'attendre son approbation. Ce modèle de direction, qui avait fonctionné pendant des années, montrait à ce moment-là ses limites, car tout dépendait de l'état d'esprit et de la perception personnelle du dirigeant. La figure de Staline restait l'objet d'un culte intense. La propagande le présentait comme le sage chef, le père des peuples, le guide indispensable. Mais derrière cette image se trouvait un homme vieilli, malade et de plus en plus isolé. Le contraste entre la rhétorique officielle et la réalité était évident pour ceux qui l'entouraient, bien que personne n'osât le signaler. Le système était construit de manière à ce qu'il n'y ait pas de place pour reconnaître des faiblesses. La loyauté se démontrait par le silence et l'obéissance. Dans ces dernières années, le sentiment que la trahison pouvait surgir n'importe où l'accompagnait constamment. La surveillance atteignait ses propres collaborateurs, ses médecins, les dirigeants des républiques soviétiques et les chefs militaires. Personne n'était à l'abri du soupçon. Le dirigeant, qui avait construit un empire à base de purges et de peurs, se retrouvait piégé dans le même mécanisme qu'il avait créé. La paranoïa l'entourait complètement, et le cercle de confiance était de plus en plus étroit. Ce qui restait, c'était un dirigeant solitaire, méfiant et vigilant, qui se maintenait au pouvoir grâce à un système de contrôle total, mais qui ne faisait plus confiance à personne. Le corps au sol, la mort la plus solitaire de l'Empire rouge. Le samedi 28 février, Staline s'est retiré pour se reposer dans sa résidence de Kuntsevo, une maison simple et sans luxe. En arrivant, il s'est enfermé dans sa chambre, comme il le faisait d'habitude. Ce jour-là, il n'a convoqué personne, n'a passé aucun appel ni donné d'ordre. Les heures ont passé, et tard dans la nuit, les membres de son cercle le plus proche, habitués à rester attentifs, attendaient un signe. Cependant, il n'y a eu aucun mouvement, aucun pas, aucune sonnerie. Les gardes du service, suivant des instructions données depuis longtemps, ne devaient en aucun cas déranger le dirigeant. Ainsi, le silence a complètement envahi la maison. Durant le déroulement de la nuit, les sentinelles qui surveillaient l'entrée principale n'ont détecté aucune activité. La maison est restée dans un calme total, comme si elle était inhabitée. La coutume était d'attendre qu'il appelle ou sonne lui-même. Le chef du détachement assigné au contrôle de sécurité a décidé de ne pas agir. Après plusieurs heures, l'inquiétude a grandi parmi les employés, bien que personne n'ait osé enfreindre les règles établies. L'idée de déranger le dirigeant sans un ordre explicite était considérée comme une faute grave. Personne ne voulait assumer cette responsabilité. Quand le dimanche s'est levé, tout était pareil. Bien qu'il soit habituel que Staline dorme tard ce jour-là, quelque chose semblait différent. Certains ont commencé à se demander s'il était malade, mais ils ont quand même décidé d'attendre. Les aides qui avaient l'habitude de recevoir des instructions pour préparer le petit déjeuner ou allumer la radio n'étaient toujours pas appelés. La porte de la chambre restait fermée et aucun bruit ne provenait de l'intérieur. Les heures passaient et la tension augmentait, bien que la peur de prendre l'initiative paralyse tout le monde. Ce n'est que dans la soirée du dimanche que l'un des employés, encouragé par l'insistance de ses compagnons, a décidé de s'approcher de la chambre. Il a frappé doucement, sans obtenir de réponse. Il a ouvert la porte avec précaution et l'a trouvé étendu sur le sol, en pyjama, face vers le haut, inconscient. Son bras gauche était étendu, tandis que le droit semblait contracté. Il y avait une légère trace d'urine sur le sol, et son visage montrait des signes d'avoir subi un fort impact physique. Bien qu'il respirât encore, il ne pouvait ni parler ni bouger. Près de 24 heures s'étaient écoulées depuis qu'il avait été vu debout pour la dernière fois. La scène a provoqué un mélange de panique et de confusion parmi les personnes présentes. Personne ne savait qui appeler en premier. Le protocole pour une urgence médicale n'avait jamais été totalement clarifié. On a tenté de contacter les médecins du Kremlin, mais il y a eu un retard significatif. Pendant ce temps, Staline est resté au sol sans recevoir de soins. Malgré l'urgence, l'appel au docteur n'a pas été fait immédiatement.
Certains fonctionnaires pensaient qu'ils devaient d'abord avertir le ministre de la Sécurité d'État, d'autres croyaient qu'ils devaient attendre que quelqu'un du cercle politique autorise l'accès. Finalement, après plusieurs heures, les médecins sont arrivés à la résidence. L'équipe qui est entrée était nerveuse et n'avait pas de diagnostic clair. Ils ont évalué son état et ont confirmé qu'il avait subi un accident vasculaire cérébral. Son corps présentait une paralysie d'un côté et la pression artérielle était très élevée. La raideur de ses membres et l'expression figée sur son visage ne laissaient aucun doute sur la gravité de la situation. Bien que sa respiration soit encore constante, il ne réagissait pas aux stimuli. Pendant tout le lundi, il est resté dans le même état. Son lit a été soigneusement adapté et des compresses humides ont été placées sur son front. Les médecins, limités en ressources et sans instructions claires, ont appliqué des compresses et attendu un signe d'amélioration. Personne n'a assumé la direction du traitement. Les hauts fonctionnaires qui sont arrivés plus tard, comme Beria et Malenkov, se sont montrés inquiets, mais n'ont pas pris de décision ferme. Au lieu d'ordonner une intervention immédiate, ils ont passé de longues heures à observer et à commenter à voix basse. La résidence est devenue un espace froid et silencieux. L'atmosphère est devenue tendue. Les gardes sont restés fermes à leur poste et les employés évitaient de croiser les regards. La peur de se tromper ou d'agir sans permission s'intensifiait à chaque minute. Pendant ce temps, Staline restait immobile, respirant avec difficulté, sans que personne ne fasse grand-chose d'autre que d'observer. Les voix dans les couloirs n'étaient que des murmures, et chaque action était débattue avec crainte. Le mardi, les médecins ont noté une légère diminution de son pouls et des changements dans sa coloration. Malgré cela, aucun nouveau traitement n'a été mis en place. La routine consistant à appliquer des compresses et à mesurer ses constantes a été maintenue. Personne n'a ouvertement remis en question ce qui se passait. L'idée qu'il puisse mourir était présente, mais on n'en parlait pas. Ses subordonnés les plus proches se relayaient pour le surveiller, sans oser intervenir au-delà du minimum. Le pouvoir qu'il exerçait, même depuis son lit immobile, les maintenait paralysés. Le mercredi à midi, sa respiration est devenue plus lente. Les docteurs n'attendaient plus de rétablissement. La rigidité s'est étendue à tout son corps et sa peau est devenue pâle. Dans l'après-midi, ses signes vitaux sont devenus à peine perceptibles. À 21h50 du soir, son cœur a cessé de battre. Personne n'a pleuré ni crié. L'inévitable a simplement été confirmé. Son corps, qui pendant des décennies avait été un symbole d'autorité absolue, gisait maintenant sans vie dans une chambre où personne n'avait osé agir à temps. Après sa mort, les fonctionnaires présents ont échangé quelques mots. L'incertitude quant à la marche à suivre était évidente. Il n'y avait pas de plan établi. Un rapport médical a été rédigé, décrivant en termes généraux la cause du décès. La version officielle a évité de mentionner les heures pendant lesquelles il n'avait pas reçu d'aide. Il a été annoncé qu'il était décédé de cause naturelle, sans entrer dans les détails. Durant les jours suivants, les cérémonies funéraires ont été organisées. Le corps a été transporté au Kremlin, où une cérémonie solennelle a été préparée. Le peuple a été invité à lui rendre hommage, bien que beaucoup ignoraient ce qui s'était réellement passé à la datcha. La version diffusée parlait d'une mort rapide et sans souffrance, cachant l'abandon et la peur qui avaient marqué ces dernières heures. L'image du dirigeant fort était maintenue intacte dans les annonces et les journaux. Ce qui s'est passé dans la résidence de Kuntsevo a été enseveli sous le silence de ceux qui l'entouraient. Personne n'a assumé la responsabilité. Certains gardes ont été affectés à un autre poste. D'autres employés ont été brièvement interrogés, sans que des mesures concrètes ne soient prises. Les médecins ont reçu pour instruction de ne pas parler de ce qui s'était passé. Tout a été clos par un bref rapport officiel sans contradiction. C'est ainsi que s'est terminée la vie de l'un des hommes les plus puissants du siècle. La peur qu'il avait inspirée de son vivant l'a accompagné jusqu'à la fin. Sa mort n'a pas été un acte glorieux ni une scène héroïque, mais un reflet de la méfiance et du silence qu'il avait semé autour de lui pendant des décennies. Mensonge après le cercueil, le dernier crime. Pendant les premiers jours de mars 1953, tandis que dans les couloirs du Kremlin on entendait encore des murmures sur ce qui s'était réellement passé à la datcha de Kuntsevo, le corps de Staline restait immobile, entouré de silence et de doute. L'information officielle, diffusée rapidement, parlait d'une hémorragie cérébrale massive. Bien qu'elle n'offrit pas de détails, le message visait à couper court à toute spéculation.
Cependant, les faits ultérieurs n'ont fait qu'alimenter les rumeurs. Le cercueil a été transporté dans la salle des colonnes de la maison des syndicats, et là, pendant 3 jours, une foule interminable a défilé. Pendant que le peuple se pressait dans les rues, entre larmes sincères et peurs contenues, le noyau du pouvoir soviétique s'était déjà réorganisé. Beria, l'un des hommes les plus redoutés du régime, a été le premier à prendre la parole le 5 mars. D'un ton mesuré, il a annoncé la mort du dirigeant et, sans pause, a commencé à présenter les nouveaux membres du présidium. À ses côtés se trouvaient Malenkov, Molotov, Kaganovitch et d'autres hommes qui, pendant des années, avaient craint Staline. Maintenant, en son absence, ils agissaient avec un mélange de prudence et d'ambition. Le nom de Beria ressortait car c'est lui qui, après avoir confirmé le décès, a ordonné de fermer les chambres de la datcha et a transféré les documents personnels de Staline, s'assurant que personne d'autre n'y ait accès. Les caméras de sécurité interne ont cessé de fonctionner pendant des heures. Pendant ce laps de temps, Beria a circulé dans les couloirs et les bureaux du dictateur comme s'il était déjà aux commandes. Selon certains témoins, on l'a vu sourire, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Son attitude contrastait avec celle des autres membres du cercle proche, qui marchaient encore avec prudence. Pendant ce temps, les autorités sanitaires préparaient le corps pour les funérailles et se chargeaient de maintenir la version officielle intacte. Il n'y a pas eu d'autopsie publique ni d'accès libre au corps. Tout a été géré par un petit groupe de médecins sous stricte supervision. Le 6 mars, un communiqué a détaillé que Staline avait subi une hémorragie cérébrale accompagnée d'une paralysie de la moitié droite du corps. Ils ont ajouté que son état s'était aggravé en raison d'une insuffisance cardiaque et de problèmes respiratoires. Le rapport, rédigé en termes techniques, évitait de donner des explications sur la raison pour laquelle personne ne s'était occupé de lui pendant des heures ou qu'il avait vu en vie pour la dernière fois. Malgré son ton médical, beaucoup ont vu dans ce texte une stratégie pour clore l'affaire sans plus de questions. Le peuple, de son côté, a accepté la nouvelle telle qu'elle venait. Certains, en l'entendant, se sont évanouis. D'autres ont pleuré inconsolablement. Beaucoup sont simplement restés silencieux. Pendant les funérailles, l'ambiance à Moscou était tendue. La marée humaine qui tentait de faire ses adieux aux dirigeants est devenue incontrôlable. On a enregistré des dizaines de morts par suffocation ou écrasement. Personne n'a donné de chiffres officiels, mais les rumeurs circulèrent rapidement. Dans la salle où reposait le corps, le défilé ne s'arrêtait pas. Derrière le cercueil, une file de dirigeants gardait un visage impassible, tandis que des milliers de personnes passaient devant eux. Les affiches exaltaient l'héritage de l'homme qui avait guidé le pays pendant la guerre, industrialisé la nation et éliminé ses ennemis. Rien n'était dit sur les camps, les purges ou les exécutions. Le même jour, tandis que les discours encensaient la figure de Staline, Beria a franchi une autre étape. Il a lancé une campagne pour réviser les dossiers de plusieurs détenus, en particulier ceux impliqués dans la soi-disant affaire des blouses blanches. Cette affaire, qui impliquait plusieurs médecins juifs accusés d'avoir voulu assassiner des dirigeants soviétiques, avait été lancée par Staline quelques mois plus tôt. Beria, dans sa tentative de se présenter comme un réformateur, a déclaré que les aveux obtenus n'étaient pas fiables. Il a ordonné la libération de certains médecins et la fermeture temporaire de l'enquête. Bien que ses motivations soient stratégiques, beaucoup à l'intérieur et à l'extérieur du parti ont interprété ce geste comme une tentative de corriger les excès passés. Dans les semaines qui ont suivi, la figure de Beria a grandi. Il contrôlait les ministères clés et se présentait comme le visage de la nouvelle direction. Cependant, son style provocateur et son passé répressif engendraient la méfiance. Molotov, Kaganovitch et d'autres savaient que, s'ils n'agissaient pas rapidement, Beria consoliderait un pouvoir similaire à celui de Staline. Ainsi, tandis que le peuple digérait encore la perte, une nouvelle confrontation se préparait dans les salons du pouvoir. Chaque décision était observée avec attention, chaque geste interprété comme un signe. La mort de Staline n'avait pas apporté le calme, mais une bataille silencieuse pour occuper l'espace qu'il avait laissé. Les funérailles se sont terminées par une cérémonie sur la place rouge. Le corps a été déposé à côté de Lénine dans le mausolée. Les foules ont continué de remplir les rues et la propagande a répété encore et encore le message d'unité et de continuité. Dans les usines, les écoles et les casernes, des cérémonies d'hommage ont eu lieu. Tout devait paraître stable. Cependant, au plus haut niveau, la réalité était différente.
Les alliances se brisaient, les archives secrètes étaient révisées, et la paranoïa, loin de disparaître, restait vivante. Même mort, Staline continuait de marquer le rythme d'un pays qui ne savait pas comment avancer sans lui. Klevniuk, dans les documents révisés après l'ouverture partielle des archives soviétiques, souligne que la figure de Beria a été soigneusement éliminée des mois plus tard. Il a été arrêté en juillet, accusé de trahison et exécuté avant la fin de l'année. Sa chute a été rapide et planifiée. Les mêmes qui l'avaient soutenu en mars se sont retournés contre lui en juillet. Le message était clair. Personne ne devait trop briller. Après la purge de Beria, Malenkov a assumé un rôle plus modéré et Nikita Khrouchtchev a commencé à gagner en influence. À partir de là, une période d'ajustement a commencé, où certains excès du passé ont été lentement reconnus, mais sans toucher au noyau du système. Le silence s'est de nouveau imposé. Dans le domaine culturel, la mort de Staline a également eu des conséquences concrètes et mesurables, car certains écrivains ont commencé à rédiger en privé des textes où ils remettaient en question sa figure, sans oser les publier pour autant, car la peur persistait et l'image du dirigeant restait accrochée dans les bureaux, les écoles et les gares, tandis que son nom continuait d'être prononcé avec respect. Bien que le régime commençât à changer de main, son influence ne disparaissait pas. L'affaire des blouses blanches a été officiellement close et les médecins libérés sont rentrés chez eux, marqués par l'expérience, mais sans que personne ne leur demande pardon ni ne reconnaisse publiquement l'erreur, dans une conclusion sans explication. Dans les villes, la population continuait de vivre sous les mêmes règles, et bien que les arrestations arbitraires aient diminué, le contrôle de l'État restait ferme. Les agents du ministère de l'Intérieur étaient toujours actifs et les rumeurs de nouveaux procès ou d'enquêtes continuaient de circuler. Le message officiel était que tout était sous contrôle, que le parti restait fort et que la ligne de Staline continuerait de guider l'avenir. Même si dans les couloirs du Kremlin, on racontait une autre histoire, car la lutte interne, les trahisons et la recherche du pouvoir n'avaient pas pris fin. Elles avaient seulement changé de visage. Ce mois de mars 1953 fut, en apparence, un mois de transition. En réalité, ce fut la fin forcée d'une époque et le début d'une autre, tout aussi incertaine. La figure de Staline a été élevée au plus haut point après sa mort, même si ceux qui l'avaient entouré de son vivant commençaient déjà à démanteler son héritage. Au milieu de la fumée des hommages et des slogans se cachait la vérité de sa fin. Un homme seul, tombé dans sa chambre, sans aide, ignoré pendant des heures. Et après, un pays qui, par peur ou par stratégie, a décidé de ne pas regarder en arrière.